Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le dernier dimanche de novembre, ou presque. Et effectivement, vous avez pris place pour participer à cette émission désormais culte, à savoir Cinépopée. Et avec moi pour la présenter ce soir, comme à son habitude, j'accueille Chris. Chris, comment ça va? Salut, salut, ça va très très bien et toi-même? Ça va très bien, merci. Écoute, je te laisse ce soir nous dire de quelle épopée nous allons parler. Alors, on va parler d'une saga qui, moi, que je considère comme un chef-d'œuvre absolu du cinéma. C'est Retour vers le futur. Oh, ça c'est un beau programme. Donc effectivement, nous allons parler de Retour vers le futur 2 et Retour vers le futur 3, car seulement 3 films à aujourd'hui pour cette saga. Et donc du coup, nous allons en parler ensemble. Retour vers le futur. Effectivement, cette saga qui s'étale dans les années 80, de 1985 à 1990. Donc cette saga d'aventure, comédie, science-fiction, je vais arriver à parler, comme elle peut être dépeinte. Donc vous êtes dans cette émission aujourd'hui pour tout entendre là-dessus, savoir, de quoi ça parle, ce qu'on en a pensé, ce que la presse en a pensé, un petit quiz avec des petits jeux. On va essayer de se coller et de se poser des questions et de se faire échouer, l'un l'autre avec Chris. On va évoquer les théories les plus folles et on va voir si une suite, à aujourd'hui, est prévue. Tout ça, vous pouvez l'écouter, directement avec nous en ce moment sur ce podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les applications. Mais vous pouvez également écouter cette émission sur notre radio www.radioverse.fr. J'ai tout dit comme il fallait, tout ce qu'il fallait bien, tout ce qui était génial, mon cher Chris. Yes, nickel. Bon, bah écoute, puisque c'est comme ça, je te propose de commencer immédiatement avec le premier volet de Back to the Future. Ah ben, moi, je suis parti là. Je suis dans la DeLorean, je t'attends. Je suis parti Ah déjà. tiens, tu sais quoi? Tu es dans ta DeLorean. Ce que j'aimerais avant que l'émission commence, c'est que tu me mettes un petit en fond, enfin même pas en fond, mais avant qu'on parle du premier Retour vers le futur, que tu me mettes ce, ce, ce thème musical génial qui a animé notre enfance et l'enfance de millions de personnes. Voilà, ça me fait vibrer. Merci et je sais qu'on va passer un très bon moment à parler de cette trilogie Retour vers le futur. Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Ça marche! C'est une soucoupe volante venue de l'espace. Il s'en est bon! Maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois rêver, c'est pas possible. Il fait la Au connaissance chocolat! de son futur père. Mais c'est un voyeur. Et il plaît beaucoup à sa mère. Il est absolument sensable. Je pourrais dormir dans ma chambre. Tout ce que tu fais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont envie de découvrir Retour vers le futur, de quoi ça parle? On parle tout de suite du premier volet. Donc déjà, c'est un film de Robert Zemeckis avec en tête d'affiche Michael J. Fox et Christopher Lloyd. Retour vers le futur prend place dans les années milieu des années 80, comme je vous le disais en préambule, dans les années 85 exactement. Et le jeune Marty McFly mène une existence, somme toute, des plus anonymes auprès de sa petite amie Jennifer. Il fréquente un lycée où il y a un proviseur qui serait ravi de l'expulser tellement il est hors norme par rapport aux élèves de son temps. Et ce jeune homme, Marty McFly, est ami avec un excentrique professeur, Emmett Brown. Et un soir, il l'accompagne tester sa nouvelle expérience, le voyage dans le temps à bord d'une voiture bien connue, la DeLorean modifiée. Forcément, la démonstration tourne mal et Marty McFly se retrouve expulsé en 1955, transporté directement à cette époque-là grâce à cette DeLorean et il empêche malgré lui la rencontre de ses parents.
Et malheureusement, pour qu'ils continuent d'exister, il doit tout faire pour les remettre ensemble, sous peine de ne plus pouvoir vivre. Bon pitch. Rien que ça, j'adhère. Ah bah oui, même sans connaître l'histoire, ça donne envie et quand on la connaît, on s'imagine quelques scènes cultes. Alors toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Chris? Alors, il y a un problème pour moi. J'ai un problème, moi, avec cette trilogie. C'est que c'est pour moi la trilogie ultime, efficace, qui n'a pas été dénaturée comme l'ont été les Indiana Jones ou les Star Wars. C'est un summum pour moi du cinéma de divertissement. Donc, je ne vais pas être objectif. Je vais dire uniquement je vais être laudatif à fond, ça m'a changé. D'habitude, je ne suis pas comme ça, mais là, on a en face de nous un film parfait. Il n'y a rien d'autre à dire. Et dans sa construction, et dans le jeu, et dans la mise en scène, le film est parfait. J'aime bien, moi, quand on connaît l'histoire, on y reviendra, mais j'aime bien l'effet de symétrie, et notamment entre Marty McFly, l'adolescent, et ses parents. C'est-à-dire que son père, c'est un loser, un vrai loser, qui a tout raté dans sa vie, et Marty McFly, il commence le film, tu vois que lui, c'est pas un loser, quoi. Il fait de la guitare, il est musicien, il a une jolie petite amie, il est intégré. Il y a cet aspect-là c'est un bon gars, quoi. C'est un bon gars, un bon adolescent qui vit sa vie, qui veut pas d'emmerde et qui est là pour kiffer. À contre-courant de sa famille. Et c'est justement ce qui va causer quelque part de gros problèmes quand il va remonter le temps, parce que sans spoiler trop, en fait, sa propre mère va tomber amoureuse de lui de par l'excentricité de ce jeune homme. Ouais, exactement. On tombe dans le deep et de l'inceste, mais effectivement, en revenant dans le passé, sa mère le trouve génial, quoi. Bah, écoute, moi je vais te paraphraser en disant qu'effectivement cette trilogie est somme toute sublime, mais on va pouvoir quand même se dire quel épisode est mieux que l'autre ou pas. En tout cas, quand on regarde le premier épisode, on adhère, je pense, tout de suite. C'est une histoire qui parle à tout le monde. Comme tu disais, la jeunesse prend une place importante. C'est un adolescent qui vraiment est héros de sa propre histoire. Pour le coup, on pèse même pas nos mots en disant héros de sa propre histoire, car s'il n'arrive pas à mener sa quête à terme, malheureusement, son existence tout entière sera anéantie. Et ce qui est fort, c'est que je trouve que ce que Robert Zemeckis a fait, c'est que c'est un film pour la jeunesse, pour prôner un peu la beauté de l'adolescence, foncez, voilà, ne soyez pas enterrés et encadrés dans des carcans, mais justement explorez votre propre univers et peut-être que jaillira quelque chose que vous ne soupçonnez pas. Ouais, effectivement. Donc ça, c'est la morale du film. Mais moi, j'en parlerai un peu à la fin parce que c'est vraiment une trilogie à part entière. Donc, j'en parlerai plus tard. Par contre, ce que moi, je veux signaler, c'est que tout le temps dans les émissions que nous faisons, je vomis sur la version française des films et je suis snob et je vous dis non, les films en anglais ou en italien, etc., vous les regardez en VO et basta. Mais sur ce film-là, je trouve la version française excellente. Excellente. Les voix sont parfaites, les dialogues ne sont pas dénaturés. Et en plus, il y a plein de scènes cultes dans ce premier épisode et de répliques sensationnelles, comme dans Deux Dust, d'ailleurs, que je réutilise dans une autre de nos émissions. Que penses-tu de D'ailleurs, ce qu'on peut dire, justement, c'est que, et c'est vrai que tu as raison d'insister là-dessus, c'est que ce soit dans celui-ci ou dans les autres, en fait, beaucoup de scènes et de répliques sont devenues vraiment très cultes à travers le temps et sont réutilisées dans beaucoup d'œuvres. Ouais, c'est vraiment la marque d'un grand film, vraiment. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Bon, écoute, je pense qu'on est assez d'accord et raccord sur ce premier épisode. Je te propose de passer au second. Il faut que tu repartes avec moi. Où ça? Et vers le futur. On est de retour? On est de retour. Vous voulez dire qu'on est dans le futur? Nous sommes au mois d'octobre 2015. Marty, on va pouvoir assister à notre mariage. Wow. Le futur. C'est pas croyable. Regarde ce qui arrive à ton fils. Mais c'est une vraie poule mouillée. N'adresse la parole. parole à personne. Mauviette! Qu'est-ce que c'est que ça?
Ne touche à rien. Tu me prêtes ton overboard? Bah, écoute, je te laisse pitcher ce deuxième volet, mon cher Chris. Oui, le deuxième volet reprend exactement là où a terminé le premier. Et c'est une constante, même dans le 3, ce sera cette façon-là. Donc on termine le premier film avec le retour de Marty en 1985, puis le retour de Doc qui lui dit que maintenant il y a un problème pour le futur, pour les enfants de Marty, et ils repartent dans une voiture volante, et le film reprend à cet instant précis. Et alors, je vais pas. Attends, excuse-moi, mais je ne vais pas être d'accord avec toi. Que ce soit le 2 ou le 3, le film ne reprend pas à l'instant précis. Il reprend environ 1 minute 30 avant la fin du premier film. Tu as tout à fait raison, c'est vrai. C'est en fait, on revoit la première scène du 2 comme la première scène du 3. C'est la dernière scène du 1 ou la dernière scène du 2. Et je trouve que c'est encore plus fort que de reprendre exactement à l'instant T où s'était arrêté le film précédent. Allez, désolé de t'avoir coupé, je te laisse maintenant pitcher la suite de Retour vers le futur. Ouais, le pitch est simple, hein. C'est-à-dire que Marty et le Doc foncent dans le futur pour régler un petit problème avec les enfants de Marty, révélant par là même l'existence d'une machine à voyager dans le temps à Biff, qui est l'antagonisme du 1 et qui devient un méchant affolant dans le 2. Et donc, Biff du futur va voir Biff du passé pour lui donner une sorte d'almanach des sports afin que le Biff du passé devienne ultra riche. Et voilà le pitch un petit peu de ce deuxième numéro. Voilà, et en revenant du coup, après l'épisode futur, en revenant dans le temps présent, du coup, Marty et Doc s'aperçoivent que leur présent a complètement changé. Totalement. Qu'en voulant changer le futur, ils ont finalement changé leur propre présent. Voilà, en changeant le passé. C'est un peu compliqué, mais exactement. C'est Retour vers le futur, exactement. Non, c'est ce qui est très fort dans ce film et par rapport au premier où vraiment on est revenu en arrière, on est vraiment allé dans le passé. Là, on est à un instant présent, on part dans le futur pour changer notre futur, mais en changeant notre futur, on change notre présent dû au passé d'avant. J'ai trouvé ça, non, mais c'est vrai que ça paraît compliqué de l'expliquer comme ça, mais je trouve que c'est une force scénaristique qui est vraiment exceptionnelle. ouais, c'est génial. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Cet épisode-là, il est génial. Point. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est tout coupe de source, tout est logique et tu te prends des claques sur claques par le scénario. Et alors, on le reverra dans les avis, mais ce n'est pas du tout les avis de la critique, alors que la critique presse, alors que moi, effectivement, pour moi, l'épisode 2, c'est le meilleur des 3. Ouais, effectivement. Et mais je dis rien, on y reviendra plus tard dans la critique. Ce qui est amusant aussi, c'est que ça parle donc ils vont dans le futur. Le futur, c'est 2015, c'est-à-dire bon, notre passé actuel. Et dans 2015, c'est amusant parce que les voitures volent. Tu as l'autoroute en plein ciel. Tu peux contrôler la météo. C'est un futur génial, hein. Bon, on a pas Et encore tout ça. aujourd'hui, on en est loin. Ouais. Si, il Mais, y a un produit dans ce film-là qui du coup existe et qui a été sorti exprès en 2015 pour coller un peu au film. Est-ce que tu sais ce que c'est? ouais, pardon, la Nike auto-lassante. Exactement. Et Nike, en 2015, s'était donné le pari de sortir la chaussure autolassante. Ils l'ont fait. Bon, ça a eu un succès de dingue parce que c'était Retour vers le futur, mais aujourd'hui, le système n'est plus exploité. C'était juste un gros coup marketing. Merci le capitalisme. Oui, mais bon, c'était bien de le faire quand même parce que j'ai trouvé ça fort, en tout cas. Ah oui, c'est Ok. super. Et donc pour toi aussi, l'épisode 2, c'est vraiment l'épisode central et le plus fort des 3? Oui. Déjà, tu as l'impression d'assister à une. Oui, forcément, tu as l'impression d'assister non seulement à un film qui t'en met plein les yeux, mais c'est aussi une série dans le sens où il y a des rebondissements toutes les demi-heures, on va dire. À chaque fois, le film change de direction. Tu vas dans le futur pour régler un problème, le problème est réglé.
tu reviens dans le présent, c'est la merde à cause du passé, et tu fais des allers-retours comme ça, comme dans une montagne russe. Le scénario est excellent. Ah, il change de Encore ton, il change de ton toutes les 30 minutes, tu as raison. Et c'est ce qui fait la force de ce film, qu'il n'y a Ouais. ni dans le 1 ni dans le 3. Et surtout, l'épisode est sombre, parce que le fond est vraiment très très sombre. C'est-à-dire que Biff devient de protagoniste lambda, bête comme ses pieds et méchant pour être méchant, un petit bully de cours d'école. Il devient une ordure, mais une ordure capitale, quoi. Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'il complètement, ouais. assassine le père de Marty sans aucun remords. Il rend la mère de Marty à l'origine comme une esclave. On comprend très bien que c'est une esclave sexuelle. Ouais, D'ailleurs, prostituée, on peut le dire. voilà. Non, ça prend une tournure d'une sombritude pour un divertissement, pour un blockbuster qui est quand même assez ébouriffante. Ouais, et un blockbuster surtout de Noël, parce qu'il faut le dire, hein, le premier est sorti début novembre de l'année 85, le deuxième est sorti le 20 décembre, donc c'était le film de Noël à aller voir tous ensemble, hein. Et autre chose à dire sur ce second volet? Non, il faut aller voir cette. Si vous n'avez pas vu celle de la trilogie, mais tapez-vous la tête sur les murs et, et allez la voir. Ça marche, impeccable. Bon, bah écoute, je te propose instantanément de passer au troisième volet. Le Far West. Nom de Zeus. Je sais, c'est pas le pied. Les Indiens. Talon, c'est pointé droit sur ta tête. Venez voir. Tu appelles ça avoir l'avenir devant soi? Je pars en 1885 et je vous ramène avec moi. Retour vers le futur 3, donc Retour vers le futur 3 qui aurait pu s'appeler Retour vers le futur 2 bis. Pourquoi? Parce que les deux volets ont été tournés exactement en même temps et sont sortis à 6 mois d'écart. Est-ce que tu sais quel autre film comme ça a été tourné 2 épisodes en même temps et sorti à 6 mois d'intervalle quelques années plus tard? Alors j'allais dire Avatar, mais c'est sans doute pas ça. Hein. Ah non, pas du tout, non, non, non. Un peu Ah plus, non, beaucoup je plus crois récent pas. qu'Avatar. Eh ben, c'est Matrix. Matrix 2 et 3, Reloaded et Résurrection sont sortis, ont été tournés exactement en même temps par les frères Wachowski et sont sortis à 6 mois également d'intervalle. Ok, Donc voilà, je savais pas du tout. ça n'a aucun intérêt, mais je tenais à le souligner, hein. Depuis, d'autres films ont surfé sur la tendance, comme Pirates des Caraïbes, les Avengers et tout, mais en tout cas, ces deux films ont été un peu plus précurseurs. Voilà, bah écoutez, désolé, hein, j'avais envie de souligner ça. Retour vers le futur 3, donc Retour vers le futur 2 est terminé, tout s'est bien fini, sauf que finalement, après un voyage mouvementé entre passé, présent et futur, bah, Marty McFly apprend par une lettre vieille de 100 ans que son vieil ami Doc Brown se serait en fait caché en 1880 au volant de sa DeLorean. Et comme ça, et ainsi est prisonnier au Far West, sous la menace d'un certain Buford Molos Tannen, qui vous rappellera des souvenirs. Donc aujourd'hui, Marty, en voyant une photo et une pierre tombale, se rend compte qu'il n'a que 5 jours pour retrouver son ami Doc et le ramener vivant vers le présent. Voilà le pitch du 3. Et là, je dois dire, j'ai encore une fois de plus été bluffé, tout simplement pour une bonne raison, c'est qu'en fait, et là, on va aborder un sujet qui moi, m'est cher, même si on l'a un peu abordé avant, c'est qu'en fait, on a une trilogie, mais à l'intérieur de sa trilogie, on a 3 films complètement différents en termes de genre et de réalisation. Ouais, exactement. C'est exactement ce que j'allais te dire. Tu me coupes l'herbe sous le pied. C'est-à-dire que on change totalement de direction avec Retour vers le futur partie 3, mais on est dans la continuité des deux premiers. Exactement, mais tu vois, c'est même encore une fois, Retour vers le futur 1, c'est un teenage movie, somme toute, classique. Retour vers le futur 2, on est plus axé sur du polar ou
ou sur un film, comme tu disais, un peu plus sombre, un peu plus mafieux. Et là, on arrive complètement vers Retour vers le futur 3, vers un film western, sur un western complètement loufoque. Donc voilà, on a trois films qui racontent la même histoire et qui, du début à la fin, s'enchaînent, se suivent et nous dévoilent un peu plus de l'histoire, en tout cas de Marty McFly et de Emmett Brown. Et pour autant, on est sur des styles complètement différents et je trouve que ça match, ça marche et ça va complètement avec la saga que représente Retour vers le futur. Excusez-moi, je me suis perdu dans mes propres explications tellement je suis emballé. Ouais, et les films se répondent en plus. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui se répètent de film en film, il y a des références du 1 que tu revois dans le 3, et vice-versa. C'est vraiment une trilogie parfaite, c'est vraiment le cinéma parfait pour moi. Exactement. Et comme on vient de le dire, hein, même si c'est trois styles de films complètement différents, on garde le même humour à l'intérieur de chaque film. Et je trouve que ça, c'est fort parce que, en fait, c'est ça, en fait. Je pense que le fil conducteur, c'est que ces films-là sont reliés par le même humour qui les caractérise. Maintenant qu'on ait dit que du bien, moi, je vais juste dire un tout petit détail. Alors, je vais chipoter, hein, mais c'est vraiment pour contenter ma face sombre. Bah, C'est-à-dire que pour être fidèle à ton image, tout simplement. Tu voilà, peux le c'est dire ça. comme ça. C'est-à-dire que le début. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, je disais que tu devais être fidèle à ton image, point barre. Ouais. C'est-à-dire que le début, tu vois quand même un petit peu Marty qui est un peu plus bête que dans les 2 premiers épisodes. C'est-à-dire qu'il a du mal à comprendre et à lire un mot qui est schéma. Il ne comprend pas ce que c'est. Et puis, il fait et puis surtout, alors ça, on peut lui passer, mais surtout, lorsqu'il va pour voyager dans le Far West, il doit foncer dans un mur où des Indiens sont peints et il a peur de rencontrer des Indiens. Et le doc lui dit, mais non, mais c'est peint, tu vas être transporté dans le passé, il n'y aura pas d'Indiens. Ça, quand même, au bout de 2-3 voyages, il aurait dû le comprendre. Mais c'est pour amener la blague. Et pour amener la blague du scénario, il casse un petit peu le personnage, il le rend un petit peu idiot. J'ai trouvé ça un petit peu dommage. Oh, tu chipotes, ouais, effectivement, mais c'est bien. Il faut avoir quelque chose à dire, mais ouais, effectivement, c'est très tiré par les cheveux. Ouais, j'en aurais pas fait cette analyse, mais je te remercie de me l'avoir partagé. J'avais prévenu, hein. J'avais prévenu que c'était pour chipoter, je me sens mieux. Et allez voir ce film. Allez voir la trilogie plutôt. Voilà, allez voir cette trilogie, messieurs, dames. Si vous aimez les films un peu teenage movie, un peu action, mafieux et western, et ben, écoutez, dans une seule et même trilogie, dans une seule et même histoire, vous aurez le droit de rencontrer ces trois types de films qui se caractérisent et dont le réalisateur, en plus, Robert Zemeckis, utilise vraiment tous les codes. Donc, on vous la conseille encore une fois. C'est ainsi que s'achève la première partie de l'émission et on se retrouve tout de suite pour parler des critiques. Alors, les critiques de Retour vers le futur 1, 2 et 3, c'est la chronique préférée de notre ami Chris. Chris, on te laisse la parole, on t'écoute. Alors, moi, il y a un truc qui m'a extrêmement choqué dans les critiques. C'est la critique du deuxième volet de la trilogie. C'est-à-dire qu'on est face à une critique presse, mais catastrophique. C'est-à-dire que la moyenne, je crois que c'est 1,5 sur 5. Ouais, 1,6 exactement. Ouais. Voilà, donc c'est catastrophique. La critique parle de fatras, d'invraisemblance à tous les étages et de prévisibilité du scénario. J'ai trouvé ça de très mauvaise foi et quasiment incompréhensible, c'est-à-dire de ne pas aimer le film. En fait, je pense que c'était très visionnaire et donc ces notes sont celles de l'époque. Et je pense que si aujourd'hui, toutes ces critiques avaient à renoter le film, je pense que les critiques seraient différentes, en toute sincérité. Oui, et surtout que là, on encense le scénario, on a encensé le scénario des trois tout à l'heure. Je trouve que dans cette émission et alors que vous retrouvez aussi sur le site internet La Nuit du Dimanche et sur toutes les plateformes de streaming audio, un petit peu de pub, ça ne fait pas de mal. On fustige les scénarios rabâchés et le manque d'originalité et d'audace de la part des scénaristes. C'est-à-dire que sur les scénarios d'aujourd'hui, on sent qu'on met un petit peu un couvercle pour choquer personne
où on lance un film sur les rails et puis surtout on ne dévie pas. Avec les scénarios de Retour vers le futur, 1, 2 et 3, on prend des embranchements, on revient en arrière, il y a de l'originalité, il y a des surprises, il y a des rebondissements à foison, et le tout en gardant la cohérence du film et de la trilogie dans son ensemble. Je rappelle que ça n'avait pas été le cas dans Indiana Jones. Le 4e et le 5e film ont été des catastrophes scénaristiques, notamment le 5e, qui a été fait avec des bouts de films non aboutis pour en faire un film nouveau. Alors après, je t'arrête, Oui. Chris, parce que si on avait eu un Retour vers le futur 4 et 5, on en serait peut-être exactement à la même critique. Aujourd'hui, on s'est arrêté à un Retour vers le futur 3, et ça n'est pas le cas. Et bien voilà, c'était exactement ma conclusion. C'était que, mais tu as tout à fait raison, c'est que merci, ils n'ont pas saccagé, j'avais commencé à le dire un peu plus tôt, ils n'ont pas saccagé la trilogie avec des épisodes nouveaux, comme ça a été le cas avec Star Wars et Indiana Jones. Ils ont dû s'arrêter, quoi. Ils ont dû dire, on arrête. Alors, peut-être pas pour des bonnes raisons, peut-être pour des raisons financières ou un peu plus sombres, mais ça préservait la trilogie, la qualité de la trilogie et ça a fait accéder à un statut de film culte. Et oui, il n'y a pas eu de film 4 et de 5 et de 6 et de 8 et de 9 et de 14, de 19, pour faire référence au film. Mais on peut saluer la richesse du scénario de l'époque, quoi. Et c'est des scénarios qu'on a du mal à retrouver, je pense, cette année, actuellement, dans cette sorte d'océan de conformité auquel le cinéma nous abreuve. Mais je suis d'accord avec toi. Donc, une critique qui est très arriériste de par l'année à laquelle elle a été écrite, mais un courage quand même de ne pas avoir persévéré pour pas se faire dézinguer encore plus. C'est un peu le constat et le bilan que tu voudrais en dresser? Ouais, effectivement, ouais, tout à fait. Tout à D'accord, fait. ok. Et je me permets de réintervenir sur un point parce que des fois on va vite, chers auditeurs, chères auditrices. Et tout à l'heure, justement, quand j'avais amorcé un peu la question de la morale de l'histoire, tu m'as dit on y reviendra, mais tu n'y es pas revenu. Alors, est-ce que tu peux y revenir un petit peu maintenant? Oui, oui, j'avais complètement oublié. Mais oui, la morale de l'histoire, la morale de la trilogie, c'est quoi? C'est-à-dire que le futur n'est pas écrit et que tes choix, c'est toi. Et que tu as le choix de faire le bien, tu as le choix de faire le mal, mais que personne d'autre n'est responsable de tes échecs et de tes erreurs, et que tu apprends de tout, et des échecs, et des réussites. Et en gros, ça dit quoi? Ça dit, faites mieux, quoi. Rêvez grand. Rêvez grand, voilà. Et Voilà. je trouve que, putain, quoi, quelle belle morale, quoi. Bon, écoute, je te propose de faire une petite pause et d'écouter un petit son pour nous détendre après tout ça et avant d'enchaîner sur la suite. Ah non, 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 on va d'abord dire la critique du cahier de cinéma, parce qu'il faut rigoler un petit peu. Ah pardon, c'est vrai, tu as raison, j'avais complètement oublié. Et pour une fois qu'ils nous laissent l'opportunité de parler de leur critique, on est parti. Je t'écoute, je ferme les yeux, je suis en mode immersif et je m'inspire. Il n'y a rien dans Retour vers le futur de fort, de personnel, d'obsessionnel. Aussi, le film est-il bien terne. Point. Ok. Voilà, les cahiers du cinéma. Donc là, on parle en plus du premier volet, pas du second ni du troisième, vraiment du premier vraiment du premier volet. Donc voilà, bon oui, ils sont fidèles à leur écriture, j'ai envie de dire, ils nous font bien marrer. Aussi, le film est-il bien terne? Comment est-ce qu'on peut trouver un film comme ça, terne, bourré de références, de répliques si cultes et d'humour si bien placé, si grinçant et si anticonformiste, j'ai envie de dire. Très bien, merci à vous les cahiers du cinéma, en tout cas, de continuer à nous faire rire dès que l'on en a l'occasion. Bon, c'est bon, on peut écouter une petite musique maintenant? Oui, je te laisse faire. Eh ben, écoute, je te propose cette fois pour de vrai d'écouter une petite partie de musique pour reposer un peu notre esprit et pour rester dans l'ambiance justement Back to the Future. Je te propose d'écouter la chanson emblématique, enfin l'une des chansons emblématiques du film, en tout cas le générique de début, The Power of Love, chanté par Huey Lewis.
Is a power of love. Eh oui, c'était plutôt bien sympa, hein, voilà, ça t'a fait revivre un peu de souvenirs, Chris? Ouais, ça m'a fait. Je sais pas pourquoi cette chanson me fait aussi penser à Ghostbusters. Quelque chose dans le Exactement, rythme, je sais et pas. c'est vrai, dans le rythme, en fait, on a l'impression un peu d'un Ghostbusters, tu as complètement raison. Il faudrait peut-être se renseigner, peut-être que c'est le même, le bref. Vous m'aurez compris. Allez, enchaînons. De quoi on parle maintenant, Chris? Je t'écoute. Ah oui, on va parler des scènes, les scènes les plus remarquables du film. On vous rappelle le principe, on a choisi chacun une scène qui pour nous caractérise en tout cas cette saga et on va en parler une petite minute ensemble. Alors Chris, bah écoute, honneur à toi, je t'écoute. Bon, alors c'est extrêmement difficile parce que je le répète, hein, pour moi c'est ma trilogie préférée, ce sont mes films préférés. Il n'y a aucun moyen que je choisisse une seule scène. J'en ai des millions qui tombent dans la tête là. Mais s'il faut choisir, moi je choisirais la toute première scène, c'est-à-dire on écoute. La presse du Centre de recherche nucléaire du Pacifique a démenti hier les rumeurs d'après lesquelles le plutonium qui avait disparu il y a un peu plus d'un mois aurait été l'objet d'un vol. Un groupe de terroristes libyens avait revendiqué la responsabilité de cette opération. Ce matin, pourtant, un communiqué officiel attribuait cette soi-disant disparition à une simple erreur de stockage. Le FBI, le Centre de recherche, s'est abstenu de tout commentaire. Ah, très belle scène, bah écoute, tu as bien raison, la scène d'introduction justement au film, hein, avec toutes ces horloges qui, qui, qui- qui indiquent un peu le temps et qui nous mettent déjà d'aplomb et qui nous disent un peu, bah, voilà ce que vous allez voir. Ouais, voilà. C'est-à-dire, et on sait qu'on est chez quelqu'un d'exceptionnel, quoi. On sait qu'on est chez un inventeur avec la machinerie pour faire sortir des toasts tout prêts, faire le café, etc. Et je trouve ça un très très bon début pour poser le personnage excentrique. Je trouve ça génial de mettre Marty, d'abord pour première scène Marty dans l'univers du Docteur, parce qu'au final, c'est ce dont parle la trilogie aussi. Ça marche. Écoute, j'adore cette scène et alors moi je vais un peu te paraphraser, je suis désolé, hein, mais moi c'est pareil, j'ai impossible pour moi de trouver une scène qui va caractériser pour moi cette saga. Moi je vais choisir un ensemble de scènes et j'espère que tu ne vas pas m'en vouloir, mais en fait je vais choisir toutes les scènes où interviennent Biff Tannen, pour moi, joué par l'excellent Thomas F. Wilson. On écoute l'une d'elles. C'est-à-dire que j'ai pas encore tout terminé, mais tu sais, Viens par je me ici, suis dit viens que par puisqu'on ici. ne devait pas les rendre à... Allô? Allô? Y a personne au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Oui. Faut réfléchir. Et le temps qu'il me faut pour les faire taper. Mais est-ce que tu te rends compte de ce qui se passerait si je rendais mes comptes rendus avec ton écriture? Mais je me ferais virer. Ce serait pas ça que tu cherches à faire par hasard, hein? C'est pas ça. Oh, mais enfin, bien sûr que non, Biff, qu'est-ce qui te fait penser une chose pareille? Écoute, voilà ce que je vais faire. Je termine tout cette nuit et je te les apporte demain matin à la première heure. Ne te pointe pas aux aurores, hein. Le samedi je dors tard. Oh, t'as vu McFly? Ton lacet est défait. Oh, c'est pas croyable. T'es toujours aussi poire, McFly. Dis donc, on s'en fuse rien, c'est pas mal ici. Voilà, donc je m'explique. Pour moi, ce personnage n'est pas loin d'être le personnage principal du film. Je trouve que c'est celui qui a le plus de puissance comique, a le plus de puissance dramaturgique, a le plus de puissance d'homme sérieux et en fait compose avec différents rôles tout au long de la saga. Et je suis d'ailleurs, en toute sincérité, très étonné que cet acteur ne soit pas plus ressorti par la suite. Alors, il a quand même une belle carrière, hein, parce qu'il a joué dans pas mal de séries et tout, mais derrière, aucun grand rôle n'est apparu, ne lui est apparu. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que je trouve que c'est vraiment un acteur génial. Et moi, en tout cas, à chaque fois qu'il apparaît à l'écran dans quel que soit le volet de Retour vers le futur, je trouve qu'il crève l'écran et il me procure toujours quelque chose. Il me fait rigoler, il me fait peur, il me fait froid dans le dos. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. C'est un acteur que je trouve génial et qui n'a pas été, la suite de sa carrière exploité à sa juste valeur.
Mais tu fais bien d'en parler, effectivement, on n'en a pas trop parlé dans la première partie, mais oui, très bon acteur et très bon personnage, quoi, qui évolue de fou au fil des trois films. Exactement, et moi je trouve que c'est le rôle le plus complet et je trouve qu'il est pas dans le film, il est pas sous-exploité parce que, quelle que soit l'époque à laquelle il joue, il est vraiment et on en reparlera dans quelques questions que je vais te poser tout à l'heure, mais je trouve qu'il a vraiment le rôle le plus complet, le plus central du film. C'est-à-dire que sans lui, rien ne se passe, à n'importe quel moment dans le film, sans lui, rien ne se passe. Alors qu'avec les autres, ben, des fois, Emmett est plus influent sur une scène, sur une situation. À un autre moment, ça va être Marty, alors que Biff Tannen est influent dans 100% des actions en fait, qui peuvent découler du futur ou du passé à travers cette saga. Voilà, je tenais à souligner le brio, le brio de cet acteur et lui dire que certains d'entre nous ne l'ont jamais oublié. Ok, parfait. Mais moi, j'ai plus rien à ajouter. On passe à la suite. On passe Allez. au jeu. J'ai trop hâte de jouer. Allez, c'est parti. Jouons ensemble comme on aime tous les deux ça. C'est quand tu veux. Le principe, il est simple. On va se poser chacun à peu près 5 questions, en tout cas le même nombre. Et puis ensuite, on va faire le total. On a une bonne réponse, c'est 1 point. Une mauvaise réponse, c'est 0 point. Et si jamais on avait la même question dans notre carcan, eh bien, c'est -1 par personne. Allez, qui commence? Alors, je rappelle qu'à travers les 2 premières émissions de Cinépopée, je me suis toujours pris une déconvenue par Chris. Donc, j'espère bien aujourd'hui prendre ma revanche sur Retour vers le futur, mais j'en doute au vu qu'il nous a dit que c'était sa série préférée de tous les temps. Allez, honneur aux vieux, je te laisse commencer. Je suis sympa. 9000 sont sortis de l'usine. Mais de quoi je parle? Oh, c'est dur ça. Bah, j'ai envie de dire les baskets de 2015 que Nike a fait 9000 paires uniquement. Ah non, c'est la DeLorean. Ah, c'est la DeLorean. Ah oui, bah non, tu vois, ah oui, ouais. J'ai peut-être répondu un peu trop vite. Ben ouais, c'est 9000 DeLorean qui sont sortis des usines à peine, quoi. C'est pas une voiture qui a beaucoup fonctionné. D'accord. Donc voilà. Ouais, mais enfin, aujourd'hui, ça doit être devenu par contre ultra collector. La moindre DeLorean doit se vendre à des millions d'euros. Ah, mais moi, si un jour j'ai le permis, c'est la voiture que je veux. Ça marche. Allez, bon, bah écoute, ça fait 0 pour moi. On va voir si tu vas pouvoir répondre à cette question. Quelle célébrité d'aujourd'hui, moins connue à l'époque, mais quand même, est dépeinte par le réalisateur, que l'on peut pour le coup dire visionnaire, hein, je pense, à travers un personnage du second volet? Oula, c'est compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Il y a un personnage dans le second volet qui joue un rôle, et ce rôle, en fait, fait, en mon sens, hein, je ne dis pas que j'ai raison, mais directement référence à une célébrité d'aujourd'hui qui était un peu moins connue à l'époque. Et le fait que le réalisateur ait pu entrevoir ça, pour moi, ça lui donne un caractère un peu visionnaire. Donald Trump avec Biff. Exactement, bien vu, exactement. Exactement. Et alors, bravo. Bah, franchement, là, je te mets le point et franchement, je te le donne avec plaisir. Bah oui, effectivement, pour moi, Biff Tannen, en fait, quand ils reviennent dans les années 85 et que le monde a complètement changé et qu'en fait, on est plus sur un monde futuriste qu'autre chose, et ben, je trouve qu'on voit complètement Donald Trump par l'attitude d'aujourd'hui, hein, par l'attitude, par même son physique. Enfin, je veux dire, je trouve que c'est vraiment caractéristique du personnage. Ouais, mais d'ailleurs, la preuve, hein, c'est que je n'y avais pas pensé, que quand tu as posé la question, ça m'a sauté dans mon cerveau. Ben oui, c'est ça, quoi. Ouais. Effectivement. Donc c'était très fort. Et encore une fois, tu vois, c'est là où j'aimerais ressouligner une fois de plus la prouesse de cet acteur qui joue Biff Tannen, Thomas F. Wilson. Ok, deuxième question, c'est à toi. Alors, on a eu de la chance d'avoir la DeLorean comme engin de voyage dans le temps. Parce que dans la première version du scénario, c'était une tout autre moyen de transport qui a été utilisé comme machine temporelle. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Alors, je sais de quoi tu parles et j'ai fait exprès de ne pas le mettre dans mes questions car je me suis dit, celle-ci, c'est sûr, il va me la poser et je ne veux pas prendre -1. Oui, je dirais un frigo.
Oui, c'est ça, exactement, tout à fait. Mais c'est tellement énorme Ouais. qu'ils se sont dit, bon, on va voyager avec un frigo. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont choisi une voiture au final? Eh bien, je me le suis donné, je me le suis noté, parce que je me suis dit, s'il la pose pas, quand même, il faut que je donne l'anecdote. Donc, ouais, avant de choisir la fameuse DeLorean, les deux scénaristes ont envisagé un réfrigérateur fonctionnant à l'énergie d'une explosion atomique, hein, quand même, il faut le souligner. Et l'idée, elle a été rapidement abandonnée pour pas donner de mauvaises idées aux enfants qui se seraient amusés à reproduire cette scène. Ouais, voilà, c'est ça. Ils avaient trop Et, peur. et je trouve ça génial. J'ai trouvé ça génial. Bravo, bravo pour ton point. Ah, ben voilà. Ah, ben là, je suis content, là. Ah, j'ai mis un petit point. Alors, ensuite, de qui s'est inspiré Christopher Lloyd pour interpréter son mythique personnage de Doc? Et je veux deux noms. Alors, Jules Verne? Non, pas du tout, absolument pas. Non, alors je ne vois pas du tout. Ah, le premier dont il s'était inspiré, effectivement, bah là, je suis content de ne pas mettre le point. Je pensais que tu l'aurais eu quand même. Bah, il s'est inspiré d'Einstein, Albert Einstein, tout simplement, et on le voit de par son look. Mais le second, c'est un chef d'orchestre, Léopold Stokowski. Et je te conseille, enfin, je t'encourage à aller voir tout de suite, car je sais que tu es devant ton ordinateur, à quoi ressemble Léopold Stokowski. Et chers auditeurs, chères auditrices, vous aussi. Stokowski. Stokowski. Un chef Ah oui, d'orchestre. il y a la copie conforme. Ah oui, c'est la copie conforme, exactement, c'est la copie conforme. Donc quand j'ai trouvé ça, je me suis dit: «Ouh là là, ça c'est fort, ça c'est fort». Donc voilà. Eh ben super. Ah ben écoute, ça fait un partout et je te laisse poser ta troisième question. Ouais, c'est une question, à mon avis, extrêmement facile. Ouais. Pierre Cardin en VF et en VO, ça donne quoi? Celle-ci, je l'ai notée. Ça donne Calvin Klein. Heu, C'est ça. et est-ce que tu sais ce que ça donne en espagnol? Non, vas-y, dis. Ah! Bah, c'est ma alors là, on se met -1 déjà, hein. Ah, tu avais Tac, la même? oui, j'avais la même exactement. -1, -1 et moi je te pose la question, en espagnol, qu'est-ce que ça donne? Alors, en espagnol, ça donne Basianga. J'ai aucune idée. Non, 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 ça C'est une donne marque connue? bah, c'est une marque connue, mais pas du tout à consonance espagnole. C'est tout simplement Lévi-Strauss. Ah, ok, d'accord. Mais Voilà. alors là, Et surprise, ç je ne savais pas du tout. ça, c'était drôle parce que voilà, lors de son voyage en 55, pour ceux qui s'en rappellent pas, Marty McFly se réveille dans la chambre de Lorraine, sa mère donc, et elle l'appelle Calvin Klein, du nom indiqué sur ses sous-vêtements. Mais le film étant diffusé dans de nombreux pays, et les marques n'étant pas toutes mondialement connues, chaque pays a donc modifié son nom. Et en France, à l'époque, dans les années 80, c'était Pierre Cardin qui régnait sur le marché des sous-vêtements et du prêt-à-porter. Donc du coup, ils ont décidé d'appeler leur personnage Pierre Cardin. Top, ok. À moi. Tac, tac, tac. Bah oui, c'était. En plus, cette question est arrivée exactement au même moment. Alors, autre question. Moi, j'aimerais que tu me donnes les deux films dans lesquels Zemeckis, donc le réalisateur, collabora de nouveau avec ces deux acteurs de Retour vers le futur, à savoir Christopher Lloyd et Michael J. Fox. Oh là là, mais je l'ai lu et je le sais. Alors, Et je me suis- le plus facile d'abord, c'est Christopher Lloyd. Je pense que c'est des deux films, c'est le plus connu. Alors là, je cherche dans ma mémoire. J'ai rien qui vient à part Gremlins. Et non, c'est pas Gremlins. Non, mais je donne ma langue au chat. Eh bien, c'est perdu, mon cher, c'est perdu. Eh ben, alors, Christopher Lloyd, il a tourné avec lui, il jouait le rôle d'un méchant d'ailleurs, si je t'aide un peu. Oh, mais Un méchant. non! Non, non, vas-y, vas-y. Vas-y, Excuse-moi. Didi. Il fait le méchant dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Qui veut la peau de Roger Rabbit? Oh là là, je Exactement, m'en tout à fait. veux! Et Michael J. Fox, tu sais dans quel film dans quel film il a tourné? Un film comédie horreur. Et encore une fois, c'est là où on voit le potentiel du réalisateur à toujours insérer la comédie dans n'importe quel genre de film qu'il réalise. Un peu horreur où le personnage donc, principal, interprété par Michael J. Fox, a la possibilité de parler aux morts et voit des fantômes. Oula, ça me dit rien du tout, ça, c'est Tu quoi? connais pas ce film? Alors je t'encourage et je vous encourage tous, chers auditeurs, chères auditrices, à aller voir ce film. Il s'appelle Fantôme contre fantôme. Ah, mais oui, 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 oui. Alors, je Tu ne l'ai l'as pas déjà vu, vu? effectivement, mais j'en ai entendu parler. Ouais, il est super film et je vous conseille d'aller le voir. Bon, ben, ça fait un point à 0 pour Chris. J'attends une autre question, s'il vous plaît, monsieur Chris. Retour vers le futur. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas eu de suite, mais en fait, il y en a eu une. Mais où ça, et comment ça, et pourquoi ça? Ouais, un dessin animé. Ça a été un, Voilà. ça a été un Bravo. dessin animé, une série animée. Et d'ailleurs, les acteurs ont repris les voix de leurs personnages. Oui, oui, bah, ouais, c'est une série animée il y a eu une saison, je crois, hein, pas plus, hein, qui a Oui, animé,
qui a animé de mon adolescence, ça je te le confirme. Tout à fait, c'est une petite saison avec les voix des acteurs originaux et de temps en temps la participation de Christopher Lloyd qui présentait un petit peu les émissions qui présentait un petit peu les épisodes. Moi j'ai une dernière question, t'en as encore une toi ou pas? Oui. Allez, moi j'en ai encore une, je la pose. Je vais te demander tout simplement, est-ce que tu peux me donner le nom des 2 chiens de Emmett Brown? Parce que forcément, en fonction de l'année dans laquelle il se trouve, son chien n'a pas le même nom. Alors il y a Einstein déjà, Oui, tout à fait. c'est le plus simple. Oui, Et l'autre, je ne me souviens pas du tout. c'est vrai. C'est Copernic. Copernic, je cherchais, c'est bien, bravo. Voilà. Well done. Einstein et Copernic. Ok. Et as-tu une dernière question pour moi? Dans Retour vers le futur 2, Marty est dans la voiture de Biff, a tenté de récupérer l'agenda, l'almanach sportif. Et il y a une longue scène qui se passe dans un tunnel. Et on a déjà vu ce tunnel quelque part dans un film de Robert Zemeckis. Est-ce que tu sais lequel? J'ai envie de dire, qui veut la peau de Roger Rabbit? Et oui, exactement. Bah oui. C'est le tunnel qui te fait passer de la ville réelle, entre guillemets, à la ville de Toons. À Toonville, ouais, exactement, tout à fait. Et c'est exactement le même, c'est vrai, dans le même studio. Ok. Est-ce qu'il est temps de faire les comptes? Bah écoute, tu m'éclates avec 3-0. Et je t'éclate avec 3-1, 2-0. 2-0. 2-0. Et voilà. Bravo. Exceptionnel. Ah, je suis content, c'est le premier match que je gagne sur les 3. Et écoute, on passe à la suite? Allez, en avant. Et il est temps d'aborder les théories les plus folles. Alors, on va commencer avec Chris. Chris, est-ce que tu as trouvé des théories autour de Retour vers le futur? Ouais, alors moi j'ai trouvé une théorie qui me semble parfaite, comme quoi la voiture a une conscience propre grâce au convecteur temporel. Le convecteur temporel, il permet le voyage dans le temps, mais surtout, il permet d'éviter les contradictions et les paradoxes temporels. Par exemple, dans le premier film, on voit que la voiture ne démarre pas lorsque Marty doit foncer vers l'horloge pour revenir en 85. Alors que le doc lui a dit, à seconde près, tu démarres une seconde plus tard et tu restes à jamais. Et la voiture a du mal à démarrer, elle démarre quelques secondes après. Mais justement, grâce au convecteur temporel, elle rectifie les calculs du doc qui étaient faux et elle fait démarrer la voiture au moment où il faut pour que Marty puisse revenir en 1985. Ça, c'est top. Ah, franchement, ouais, c'est une très belle théorie. Et du coup, elle est étayée par d'autres éléments, cette théorie? Mais oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut revoir dans les films quand la voiture fait des siennes. Elle fait des siennes, par exemple, lorsqu'il arrive en 1955 et qu'elle refuse, entre guillemets, de l'amener dans la ville. Une DeLorean en 1955 l'aurait fait jaser. Donc elle s'arrête. Il faut cacher la voiture. Ou lorsqu'il revient en 85 pour sauver le doc des terroristes libyens, encore une fois, elle refuse de démarrer parce que ça doit arriver. Ok, d'accord. Ouais, top. Franchement, c'est une super théorie. Je ne l'avais pas vue et franchement, je suis emballé par celle-ci. Donc, ouais, si je te suis, c'est pareil quand il est au Far West. En fait, c'est pareil. En fait, la voiture, elle est percée parce que s'ils ne l'avaient pas percée, ils auraient pas pu repartir beaucoup plus tôt. Et en fait, Emmett Brown, quelque part, n'aurait pas eu la vie qu'il méritait avec la femme qu'il aimait. Et peut-être que, voilà, finalement, peut-être que cette voiture avait un cœur. Exactement, c'est la première intelligence artificielle. Voilà, c'est avant K2000. Ok, ça marche, super. Écoute, super théorie, très intéressante. Bon, la mienne est un peu moins bien, mais c'est vrai que les théories autour de Retour vers le futur sont soit trop compliquées, trop complexes à expliquer, à comprendre, soit sont quasiment inexistantes, car je pense que le film se suffit à lui-même. J'en ai toujours quand même trouvé une, c'est même si on voit jamais sa mort à l'écran de Biff Tannen, on peut se dire que Biff Tannen meurt dans Retour vers le futur 2. Donc je m'explique, petite remise dans le contexte. Dans Retour vers le futur 2, le doc il envoie Marty en 2015 afin d'empêcher que ses parents soient incarcérés. Mais n'écoutant pas les conseils de son mentor, du coup, le
le jeune Marty McFly décide de se procurer un exemplaire de l'almanach des sports, donc, dont on parlait un peu plus tôt. Et histoire de mettre un peu de beurre dans les épinards, quoi. Et contenant tous les résultats sportifs des années 50 aux années 2000. Donc le livre, il peut rendre infiniment riche n'importe qui, hein, on l'a bien vu, et c'est comme ça que Biff Tannen, en tout cas, fait fortune dans une réalité alternative. Doc Brown, il découvre l'objet, lui, et il décide de le jeter à la poubelle, l'estimant trop dangereux. Sauf qu'il y a derrière caché le vieux Biff qui a tout entendu, et discrètement, il décide donc de récupérer cet almanach, de le voler la DeLorean pendant que le duo a le dos tourné, et de se donner à lui-même le livre des années auparavant. Donc Biff, lui, revient en 2015 au volant de la voiture et semble, je ne sais pas si tu te souviens, mais ou si vous vous souvenez, chers auditeurs, que Biff, il fait un malaise à ce moment-là. Comme Marty McFly, lors de la féerie dansante des sardines, là, dans le premier. Donc voilà, on peut s'imaginer, on entre clairement dans le monde de la fan théorie. Si on se base sur la réaction de Biff à son retour, on peut supposer soit qu'il fait une crise cardiaque, mais qui n'est pas expliquée dans le film, donc il n'y a pas forcément d'intérêt, soit il subit le même sort que Marty dans le premier volet, autrement dit, il se fait effacer de la réalité. Donc c'est-à-dire que le fait d'avoir fait ce choix-là, ça l'efface de cette réalité-là, mais parce qu'en faisant ce choix-là, va se passer tout ce qui va se passer avec Marty et Doc Brown. Voilà. Bah ouais, c'est extrêmement logique. Voilà. Il disparaît, quoi. Il n'a jamais existé, en fait. C'est une théorie qui n'a pas été forcément étayée, mais il existe apparemment, je ne l'ai jamais vu, mais apparemment il existe une scène coupée où on voit en fait ce Biff Tannen quand il est vieux et quand il revient, qui petit à petit tremble pendant son malaise et s'efface de l'image. Eh bien écoutez, il est temps de passer à la dernière chronique de cette émission, à savoir What's Next? What's next? Quelle est la suite? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la série, la saga a une chance de pouvoir continuer et vivre? La réponse est très simple. Seul l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, à date, aucune annonce, en tout cas de la part des studios, de Spielberg lui-même, qui est producteur, hein, nous le rappelons, ou nous le disons d'ailleurs de cette saga, aucune nouvelle d'un potentiel retour vers le futur 4. Et comme disait Chris un peu plus tôt dans l'émission, peut-être heureusement, car ça préserve l'intégrité et le génie de cette trilogie. Et il me semble même que Spielberg a refusé de faire un 4. Hein. Il a dit c'est fini, c'est fini. Oui, c'est fini, c'est fini. Après, Zemeckis, demain, si lui, il a envie, il y a toujours des moyens de discuter, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est pas dans les plans non plus de Zemeckis pour l'instant de faire soit un reboot, soit un 4. Par contre, il y a une chose qu'il envisageait pour Retour vers le futur, mais qui, jusqu'à présent, lui a toujours été refusée. Est-ce que tu sais ce que c'est? Ouais, et je trouve l'idée vraiment casse-gueule. C'est un Retour vers le futur en comédie musicale. Exactement, c'est la comédie musicale, le musical à Broadway. Pour l'instant, hein, il n'a pas trouvé quelqu'un qui le suive dans cette idée folle. Par contre, apparemment, certains acteurs seraient prêts à le suivre, notamment Christopher Lloyd, je crois, qui serait prêt à le suivre dans cette folie. Ouais, moi j'avoue que je suis un peu mitigé. Hein. Mais bon. Ah, je dois t'avouer que moi aussi, hein, c'est quelque chose qui me fait... qui me fait pas rêver, et pourtant je suis fan de comédie musicale, mais je pense que ce serait vraiment très compliqué à mettre en scène. Gardons la trilogie parfaite qu'on a connue et arrêtons d'en vouloir plus. Voilà, exactement. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, chères auditrices, Cinépopée arrive à sa fin pour ce jour. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. En tout cas, moi, j'ai passé un très bon moment avec toi à parcourir cette saga de Retour vers le futur. Chris, et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? C'est super. Les émissions sont de mieux en mieux, je trouve. On s'envoie des fleurs, hein, mais génial. Si tu as passé un bon moment, c'est le principal. Je vous rappelle, hein, on est à écouter tous les derniers dimanches du mois pour Cinépopée à 19h, mais on est aussi disponible en podcast et sur notre radio radioverse.fr. Vous avez aussi nos autres émissions qui sont disponibles. Vous avez l'Instant Culte qui est tous les samedis à 19h. On reprend chaque samedi un film qui pour nous est culte ou pas, et on débat autour et on se met d'accord à la fin ou pas toujours. Et ensuite vous avez l'émission Et alors qui reprend
toutes les 2 semaines, l'actualité, les nouvelles sorties, livres, films, BD, musique, un peu tout. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous nos canaux et sur toutes nos émissions. Plus on sera nombreux et plus on pourra aller loin et vous faire vibrer avec nous. Je te propose, Chris, qu'on se quitte sur Johnny B. Good, la célèbre chanson à la fin de Retour vers le futur 1. Nickel, j'adore cette chanson, ça m'énerve. Eh ben, c'est parfait. Chers auditeurs, chères auditrices, on vous dit à dans un mois pour Cinépopée et à très vite sur tous nos médias. Allez, ciao, ciao! Bye bye.